C'est un mystère. Des milliers de poissons morts se sont échoués en Norvège. 20 tonnes de harengs selon les médias locaux. Retrouvés en rang serré fin décembre sur cette plage du nord du pays. Les harengs peuvent avoir été pourchassés par d'autres poissons ou avoir été victimes de la marée. La marée qui les a depuis rejetés à la mer. Dans l'État de Washington est généralement un endroit paisible et calme, où il ne se passe pas grand-chose. Lorsqu'il a commencé à pleuvoir le 7 août 1994, c'était à peu près comme d'habitude. Mais il est vite devenu évident que ce n'était pas une pluie normale. Mais au lieu de cela, il semble que ce soit de minuscules taches qui maculent comme de la gelée lorsqu'elle frappe et s'accroche à des objets ou dans les morceaux de limon gélatineux. Et ceux qui osaient toucher la substance étrange la décrivaient comme un gel pâteux. Ensuite, c'est devenu encore plus étrange. Les gens ont commencé à rapporter que les animaux qui reniflaient ou léchaient la substance tombaient rapidement malades et tombaient morts, souvent avec un liquide vert visqueux qui coulait de leur bouche. Et après cela, les gens ont également commencé à tomber malades. C'est ensuite que les admissions à l'hôpital ont commencé et que les personnes souffraient de nausées, de maux de tête, d'essoufflement, de vertiges, de visions floues, d'évanouissement. C'est la fille d'une des patientes de cette maladie qui a décidé de prélever un échantillon de cette matière gélatineuse à l'hôpital. Il contenait des globules blancs humains et 2 types de bactéries trouvées dans le système digestif humain. Mais personne n'a pu comprendre ce qu'était réellement la substance. Pourquoi elle provoquait des symptômes si graves? L'échantillon a ensuite été envoyé au département de la santé de l'État de Washington pour une analyse plus approfondie. Et un microbiologiste a déclaré « J'ai vu ce que je pense être une cellule eucaryote, qui est en gros des organismes multicellulaires qui viennent des plantes, des animaux, des champignons. » Le lac Natron, également appelé le lac mortel. Il est situé en Tanzanie, dans la région d'Arusha. Ce lac, de 57 km de long et 22 km de large, possède une très forte concentration en bicarbonate de soude. Le lac Natron fait l'objet d'une légende bien particulière. Si l'on en croit les rumeurs sur Internet, les animaux vivants aux abords de ces eaux seraient instantanément pétrifiés, sauf pour les flamants nains en période de reproduction. C'est un milieu hostile à la vie. Mythe ou réalité? Il ne pleut pas des cordes, mais plutôt des carpes. Quoi de plus étrange que de se réveiller le matin après un orage et de découvrir des mares de poissons? Les pluies de poissons, malgré leur côté insolite, sont plus fréquentes qu'on ne le pense. Les journaux rengorgent de faits divers où nos amis aquatiques pleuvaient sur des villes. Ces poissons sont en général de petite taille. Ce ne sont pas des baleines qui tombent du ciel, mais plutôt des sardines, des poissons rouges ou des carpes. En décembre 2002, c'est le village de Corona, en Grèce, qui a subi une pluie de poissons. En août 2000, dans la région du Norfolk, en Angleterre, qui a été victime d'une averse poissonnière. Avant ça, en 1989, un couple australien affirme avoir ramassé 600 petites sardines dans le jardin après une ondée. Et la liste est encore longue. Le 18 février 1861, après une secousse sismique à Singapour, les habitants affirment qu'il a plu pendant 3 jours des poissons-chats. Déjà, durant l'Antiquité, des témoignages relatent ces pluies de poissons comme au VIe siècle avant Jésus-Christ, dans le Péloponnèse grec. Pour les scientifiques, l'arrivée des poissons sur les villes s'explique par des phénomènes météorologiques. En effet, les pluies de poissons suivent en général des tempêtes. Les vents aspireraient donc les poissons dans l'eau pour les déposer dans le jardin. Cela n'explique pas comment ces poissons sont sélectionnés, puisqu'une seule espèce de poisson tombe du ciel la plupart du temps. De plus, ils sont vivants et accompagnés d'aucun débris, ni d'autres animaux. Les tempêtes n'effectuent pas ces sélections et les vents aspirent tout sur leur passage. Dans d'autres cas, comme celui de la pluie de poissons de Singapour en 1861, un scientifique français, Francis de Castelnau, avait constaté que l'averse était survenue pendant une migration de poissons-chats. Il avait découvert que pendant leur déplacement, les poissons-chats étaient capables de se mouvoir sur Terre pour aller de mare en mare. Une explication scientifique qui dément la thèse de la pluie de poissons. Ces pluies de poissons ne semblent pas être prêtes de s'arrêter. D'autres objets et animaux tombent du ciel,
régulièrement dans le monde entier. Depuis l'Antiquité, des récits de pluies de sang ou de produits à base de sang jalonnent l'histoire. Des morceaux de viande sont même tombés du ciel aux États-Unis, dans le Kentucky, en 1876. Mais la verse insolite qui reste la plus courante est celle d'animaux, et surtout de grenouilles. Mais on compte aussi des souris, tombées en Norvège en 1578, des serpents à Memphis aux États-Unis, ou encore des canards. Toute la magie de la nature lorsque l'océan Pacifique rencontre la mer de Bering. La nature nous réserve encore des surprises de grande beauté. Ici, dans le golfe d'Alaska, on peut apercevoir le point de rencontre entre l'océan Pacifique et la mer de Bering. Si l'on approche en bateau de cette ligne, la différence de couleur entre les deux eaux apparaît clairement. Cette ligne de rencontre semble irréelle, et pourtant elle est tellement nette qu'elle serait visible depuis le golfe du Grand Nord. Mais comment expliquer que les eaux se touchent sans se mélanger? Il y a une énorme différence de salinité entre l'eau claire qui provient de la fonte des glaciers, qui est fraîche et pauvre en sel, tandis que l'eau de l'océan plus foncée a une forte concentration en sel. Cette différence de salinité crée une différence de densité. Comme l'eau et l'huile, ces deux océans se rencontrent sur une longueur presque infinie, mais ne se mélangent jamais. Ce phénomène se retrouve également lors de la rencontre des eaux du Rio Solimões et du Rio Negro, qui forment une ligne de démarcation naturelle dans les tons bruns. La grotte de Movillé est un des lieux les plus incroyables de notre planète. Découverte en 1986 par un certain Christian Lascu, elle a en effet été isolée du monde extérieur pendant un demi-million d'années. Mais cela n'a pas empêché la vie d'évoluer en son sein. Loin de là même, car elle abrite une faune d'invertébrés unique au monde. Une faune qui commence tout juste à livrer ses secrets. La grotte fait partie d'un réseau souterrain né il y a plus de 5 millions d'années, lorsque la mer Noire s'est vidée dans la Méditerranée. Le lac Dacian se serait progressivement enfoncé dans le sol en creusant des galeries et en provoquant du même coup une montée des eaux et des gaz issus du magma. La grotte de Movillé est restée coupée du monde pendant un demi-million d'années. Mais ce n'est pas pour cette raison que cette grotte fascine autant les chercheurs. En réalité, elle forme une poche argileuse. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la vie n'a pas déserté les lieux et elle s'est même beaucoup développée au fil des années, donnant ainsi naissance à une chaîne alimentaire en totale autarcie. Les organismes qui la composent sont parvenus à se développer sans pour autant profiter de l'énergie solaire. Le phénomène est assez rare et il a été uniquement observé dans les grands fonds océaniques ou dans certains lacs situés sous l'Antarctique. Depuis sa découverte dans les années 80, peu de chercheurs ont été autorisés par le gouvernement roumain à se rendre sur place. Mais plusieurs études ont tout de même été menées au fil de ces dernières années. Elles ont révélé que les créatures vivant dans la grotte de Movillé arrivaient à survivre grâce à un phénomène de synthèse chimique. Faute de soleil, les plantes ne peuvent en effet pas pratiquer la photosynthèse et les bactéries vivant sur place ont donc trouvé une autre manière de produire de l'énergie en oxydant le sulfure d'hydrogène présent dans l'atmosphère et dans les poches d'eau de la grotte. Il s'agit ici d'un écosystème unique au monde. Grâce à ce procédé, elles peuvent synthétiser les molécules nourricières et s'alimenter. Ces bactéries nourrissent d'autres bactéries, vivant cette fois sous la forme de champignons. Des champignons qui servent de nourriture aux organismes vivant sur place. Les rares chercheurs qui se sont rendus sur place ont découvert que la grotte rouillait de vie. Et c'est d'autant plus incroyable que l'air ambiant est saturé de dioxyde de carbone et d'hydrogène sulfuré. Il est d'ailleurs impossible de s'aventurer dans les lieux sans bouteille d'oxygène. Sans surprise, les insectes règnent en maîtres dans la grotte. Ils ont d'ailleurs beaucoup évolué au fil des siècles. La plupart des espèces répertoriées sont ainsi dépourvues d'yeux et de pigmentation. Elles ont aussi des jambes plus longues et des antennes capables de capter davantage d'informations. Dans le lot, on trouve de nombreuses araignées, mais également des scolopendres, des scorpions et des sangsues. Ces créatures prouvent que la vie est capable de s'adapter à n'importe quelle condition et la grotte de Movillé nous donne aussi un aperçu
de ce à quoi ressemblait la Terre dans ses jeunes années. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle fascine autant la communauté scientifique, puisqu'elle devrait nous aider à comprendre comment la vie a pu apparaître sur notre planète. Les pyramides de la Terre du Tyrol du Sud. Dans de nombreux endroits du Tyrol du Sud, dans le nord de l'Italie, on peut voir une formation géologique particulière appelée pyramide de la Terre. Il se compose de grands piliers en forme de cône en argile avec un rocher reposant sur le dessus. Ces structures inhabituelles ont commencé à se former à partir de sols d'argile moraine laissés après la dernière période glaciaire lorsque les glaciers ont fondu. À l'état sec, le sol est dur comme une pierre, mais dès qu'il peut, il se transforme en une masse boueuse, molle, commence à glisser et forme de grandes pentes de 10 à 15 mètres en pente. Lorsque la saison des pluies commence, ces pentes s'érodent, mais quand il y a des roches dans la boue, le sol d'argile sous ces roches reste protégé de la pluie. Ainsi, lorsque le matériel environnant est continuellement emporté par la pluie, les piliers protégés se lèvent du sol pour former des pyramides de terre majestueuses. Il peut prendre des centaines à des milliers d'années pour que ces pyramides se forment. À un certain point dans le futur, les colonnes perdront la force de tenir les grands frais de la roche. Une fois que le rocher tombe du pic, la colonne s'effacera rapidement. Les pyramides de la Terre sont uniques au Tyrol du Sud, mais assez répandues. Les meilleures sont situées sur le Ritten, un plateau non loin de Bozen, dans le nord de l'Italie. Les pyramides de la Terre se trouvent également à Platène, près de Percha, dans la vallée du Puster. Les tumbleweeds, ou les virevoltants en français. Un virevoltant, ou tumbleweed, est, chez certaines plantes, la partie hors du sol qui, une fois mûre et sèche, se sépare de la racine ou de la tige avant de rouler sur le sol au gré du vent, ce qui constitue un cas de migration d'une espèce végétale. Les virevoltants sont des xérophytes poussant surtout dans les écosystèmes arides et de steppes, où les vents fréquents et le manque d'obstruction favorisent leur propagation. En dehors de sa tige et de ses racines, les tiges ramifiées formant le virevoltant, d'une hauteur entre 30 cm et quelques mètres, sont mortes. La forme approximativement sphérique et leurs morts sont fonctionnelles, constituant un mécanisme favorisant l'anémogéochorie. En roulant, la structure se désagrège progressivement et libère ses graines ou spores. De nombreuses espèces de tumbleweed s'ouvrent mécaniquement, libérant leurs graines lorsqu'elles absorbent de l'eau et gonflent. Certaines espèces répandent environ 250 000 graines de semences. Cette boule errante est bien connue dans les paysages des westerns. L'écume de mer est une mousse d'eau de mer provoquée par un vent violent qui recouvre temporairement des zones de l'estran, voire déborde jusqu'à quelques centaines de mètres sur le continent. Elle correspond à une dispersion de matière organique formée, au gré du roulement des vagues et du déferlement du vent, de bulles d'air et d'un biofilm composé d'algues, de plancton et de bactéries. La mousse, formée par le brassage de l'eau, est stabilisée par des tensioactifs issus de débris organiques provenant de pollution de certaines espèces. Ces tensioactifs expliquent les moutons durables, crêtes mousseuses au sommet des vagues ou des montagnes de mousse. Pour que l'écume de mer se forme, il faut un vent violent et une mer très agitée. Sa formation est facilitée par la présence de la matière organique, principalement les microalgues, qui, quand elles se multiplient, forment des substances mucilagineuses. En bordure des côtes, une forte tempête suffit à la formation temporaire d'écume de mer. Lorsque l'eau de mer heurte violemment les rochers ou tout autre obstacle du littoral, elle est violemment agitée, ce qui provoque l'apparition de fines bulles d'air. Ces bulles contiennent également d'autres éléments, de l'eau, du sel, des particules organiques en suspension, protéines ou enzymes, des déchets divers de taille microscopique qui facilitent la formation de l'écume de mer. Le 28 janvier 2013, une énorme écume de mer, allant jusqu'à 3 mètres de hauteur, a recouvert la petite cité balnéaire de la côte est de l'Australie. Ce phénomène naturel a été provoqué par des vents violents générés par le cyclone tropical Oswald.
Vous connaissez certainement ces crop circles que l'on peut apercevoir dans les champs et à qui on pourrait bien se demander l'origine. Le poisson globe dessine des cercles sur le fond marin pour séduire sa belle. Le poisson globe sait faire preuve d'un grand art pour réaliser au fond de l'eau, sur le sable, de magnifiques cercles éphémères, dont on s'est demandé pendant des années qui pouvait bien les faire et pourquoi. Les crop circles ont ainsi, pendant des années, pas lassé de surprendre avant qu'une mission de plongeurs nippons ne découvre leur origine. Et celui qui les réalise est surprenant. Bien qu'il ne fasse que 12 cm de long, le poisson globe réalise ainsi, en 7 jours, à l'aide des mouvements de ses nageoires, des cercles allant jusqu'à 2 mètres de diamètre, en soulevant le sable et en constituant de petites buttes qui, les unes à côté des autres, constituent des cercles géométriques parfaits, tous uniques. Une fois ce cercle réalisé, c'est à la belle d'intervenir en venant contrôler l'œuvre qui, si elle lui plaît, la conduira à se laisser accoupler. Les crop circles revêtent ensuite une nouvelle fonction, celle d'un nid au centre duquel la femelle pond ses œufs, que le mâle vient ensuite fertiliser extérieurement. Fait cocasse, une fois les œufs pondus, la femelle disparaît et c'est le mâle qui restera encore 6 jours sur place pour protéger la progéniture. Selon les experts qui ont percé ce mystère, les poissons globes ne sont pas la seule espèce aquatique à réaliser de telles constructions sous-marines pour se reproduire. Mais les leurs ont la caractéristique unique d'être complexes, formant des vallons et des crêtes et d'être décorés de morceaux de coquillages sur ces mêmes crêtes. Le poisson globe ne mériterait-il pas plutôt le nom de poisson ingénieur